très constructif et qui témoigne de l'intérêt porté, non pas à la thématique, mais à l'expérience dans sa globalité. Aujourd'hui, la deuxième journée a l'ambition de consolider cet acquis que nous avons tous réussi à, j'allais dire, à élaborer ensemble, grâce donc aux exposés, mais aussi à votre présence de qualité. Cette journée va essayer de rester fidèle à cette philosophie, c'est-à-dire apporter des contributions argumentées, vous allez le constater parce que j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi des gens qui connaissent la thématique, qui la maîtrisent, qui l'ont exercée directement ou indirectement, qui ont contribué à l'avancement d'un processus qui n'était pas facile, mais qui ont apporté des contributions, chacun à sa manière, chacun en fonction de ses convictions, de ses idées, ont apporté une pierre à cette construction. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, j'allais dire, qui fait partie de ce que j'appellerais un cahier de doléances de l'Algérie. Vous savez, les attentes, les revendications, les doléances de l'Algérie sont très diverses, ils sont plurielles. Et cela, à mon sens, c'est normal, vu la diversité, la pluralité de notre Algérie, sa constitution, son profil sociologique qui a évolué en fonction de choses objectives, le contact de l'Algérie avec les sociétés d'accueil, les sociétés occidentales qui ont des valeurs, des principes, des idées en matière de démocratie, de participation, de citoyenneté, ils ont un exercice effectif de toutes ces thématiques, citoyenneté, démocratie. La question de la représentativité politique que nous allons traiter donc fait partie de ce cahier de doléances et n'est pas récente. On peut la situer historiquement à une dizaine d'années, grosso modo. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue, qu'elle est prise en charge par un certain nombre d'acteurs associatifs ou d'individus. Et l'idée était la suivante. La communauté marocaine participe au processus économique et social. Son apport au développement économique et humain du pays, il est incontestable, il est conséquent. Hier, on a donné un certain nombre de chiffres. Mais, nous pensons, ceux qui ont milité pour cette thèse, nous pensons que une communauté marocaine de l'étranger, forte de ses droits civiques, qui bénéficie d'un droit d'éligibilité, de vote, etc., de participer aux institutions et au centre de décision, est un plus, et ce n'est pas, j'allais dire, quelque chose d'aberrant. Hier, on a parlé des diasporas, des différentes diasporas, et on a constaté que ces diasporas, en réussissant à avoir un certain nombre de droits, y compris le droit, donc les droits civiques, ce statut leur a permis de jouer des rôles multiples, essentiellement deux, qu'on a traités hier. C'est celui donc de l'influence sur les relations internationales pour défendre les intérêts et les causes légitimes du pays d'origine, mais aussi pour défendre leurs propres intérêts culturels, économiques, socio-professionnels dans les pays de résidence. C'est la raison pour laquelle, depuis une dizaine d'années,
cette question est posée sur la table. C'est une question difficile. Comment les Marocains du Mans peuvent être représentés dans les institutions? Cette question a été posée à tous les niveaux. Et si vous vous rappelez, il y a des associations qui ont milité pour cette cause. Sa Majesté, en 2005, a fait un discours historique qui a tracé des orientations et a précisé certaines modalités de cette représentation, mais le processus a évolué et on est arrivé donc au Conseil consultatif des droits de l'homme qui a mené une consultation qui a été aussi une consultation très large. Beaucoup de gens se sont exprimés à travers le monde et à partir de ces consultations est sortie une proposition qui a donné naissance en décembre 2007 au Conseil consultatif Jalia French. Aujourd'hui, nous rentrons dans une autre phase. Et autrement dit, nous sommes déjà dans cette phase depuis juillet 2011. La nouvelle constitution accorde aux Marocains du monde des articles, 5 grosso modo, qui définissent cette représentativité. Comme vous savez que la rédaction d'une constitution est très souple. Donc ce sont les lois, entre autres les lois organiques, qui vont donner corps et vie et préciser ces 5 articles. Mais ce qui est formidable, c'est que si vous regardez dans le discours de Sa Majesté, la communauté de l'étranger est présente. Et les sollicitations de Sa Majesté sont claires à ce niveau-là. Donc maintenant, nous sommes rentrés dans une phase comment réaliser et comment rendre effectifs ces droits. Et là, je parle de droits civiques. À ce questionnement, je vais passer la parole d'une manière successive à nos invités, à mes amis, à des gens qui connaissent le sujet, qui ont, à un moment de ce long processus, se sont trouvés dans des postures ou des positions tout à fait différentes. Et c'était légitime et c'était enrichissant. Il y avait 2 thèses différentes, mais aujourd'hui, à partir du mois de septembre 2012, il y a eu une initiative heureuse qui nous a permis de nous rencontrer, de faire des propositions, de trouver des thématiques pour aplanir, pour dépasser nos différences, nos malentendus. Aujourd'hui, nous sommes assis à la même table. Mais il y a un temps, on n'était pas les adversaires et on était les défenseurs de thèses différentes. Aujourd'hui, et je dois le dire et je dois le souligner avec sincérité, cette initiative du mois de septembre, elle est sortie du Conseil lui-même. Et l'un de ses animateurs, c'est Driss Ajbali, que je remercie infiniment pour cette courageuse et cette louable et salvatrice initiative. Donc je donnerai la parole à C. Rachidi, peut-être pour commencer avec mon ami C. Rachidi. Là, c'est Driss. Rendons à César ce qui lui appartient. Je donnerai donc la parole en premier à Cédric Ajbali, qui, vous le connaissez tous comme dirigeant du Conseil, mais moi, je l'ai connu et je l'appréciais comme sociologue, auteur de livres, qui sont des livres très, très intéressants. Le premier, c'est Violence et immigration, et le deuxième, c'est Ben Laden n'est pas dans l'ascenseur. Vous voyez, ça donne déjà l'un des traits de Cédric, c'est que ce militant du terrain qui connaît le Jalia, qui son livre le montre, Violence et immigration, est quelqu'un qui a une vision plus large que le petit trou de la serrure du Conseil d'El Jalia. Donc je lui donne la parole et je
vous propose, pour être pratique, que après les exposés, on prendra des questions comme hier, juste pour que les choses se déroulent bien. Je vous remercie et je donne la parole à Cédric. Ça donne. Gentil, qui me donne mon cœur. Moi, d'abord, je vais bien préparer. Je ne sais même pas de quoi on allait discuter, mais il m'arrive très rarement de préparer quelque chose quand il s'agit de parler de la question de l'immigration, parce que c'est une question que je respire, d'une certaine manière, comme on respire l'air. Et il a oublié de préciser, ça ne me faisait pas dans la gentillesse de décliner un tout petit peu mon profil, il a oublié de préciser que d'abord et avant tout, je suis un immigré. Et je reste un immigré, puisque ma vie familiale, c'est là où j'ai passé 35 ans en tant qu'immigré, à Strasbourg. Puisque mon épouse et mes enfants sont encore à Strasbourg, même si je travaille actuellement depuis bientôt 5 ans à Rabat. Donc je ne vais pas vous parler en tant que CCM, je vais d'abord vous parler en tant qu'immigré. Et je vais vous parler, je dirais, aussi en tant que personne qui... je pense qu'on peut se passer de... Ça sent combien? On peut se passer un peu de son micro, parce que et je vais vous parler aussi en tant que quelqu'un qui a travaillé sur cette question et qui sait un peu de l'accoster à chaque fois d'une manière un peu rigoureuse. Nous avons mis ce matin ce débat sur la question de la participation politique, et je pense que si on doit aborder cette problématique, on devrait d'abord se poser la question: est-ce que véritablement Gélia a une demande de participation politique? Est-ce que véritablement, lorsque mon ami Mrazek a dit la communauté marocaine, je trouve que très souvent il y a une erreur sémantique qu'on commet en singularisant cette réalité, puisque à mes yeux il n'y a pas une communauté marocaine, il y a des communautés marocaines. La communauté marocaine du Canada n'a strictement rien à voir avec la communauté marocaine qui vit dans le monde arabe. La communauté marocaine de Hollande n'a strictement rien à voir avec celle qui vit au Sénégal. La communauté marocaine de France a des choses différentes de ce que vit la communauté marocaine d'Espagne. Donc il y a des communautés marocaines, non pas une communauté marocaine. Bien sûr, notre dénominateur commun, c'est la question d'appartenance à un pays. Et Dieu sait que ce matin, en discutant avec mon ami Barkhani, qui parlait de cette préoccupation, quand par exemple les Canadiens, qui vient en premier lieu, quel rapport effectivement avec la visite du pays et le coût de cette visite et les rapports avec la Royal Air Maroc, une des choses que Rouy Baba dénonce très souvent. Et on constate que cette préoccupation, par exemple, existait très fortement dans les années 70, dans les années 80 en Europe, et qu'aujourd'hui, plus personne n'en parle. Tout simplement parce que, effectivement, tous les immigrés ont compris que c'est la Royal Maroc qui est cher, il y a Jet for You, il y a Internet, il y a RNR, et donc ce n'est plus une question, elle n'est plus posée. Alors qu'ici, il reste quand même une question déterminante. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, Gélia, effectivement, c'est une réalité hétérogène qu'on ne peut pas accoster de façon homogène. C'est le premier point. Le deuxième point qui me semble très important, depuis quand, si tant est qu'il existe, depuis quand il y a cette demande de participation politique? Depuis quand? Historiquement, quand il s'est manifesté? Moi, à ma connaissance, si on doit prendre l'histoire du Maroc, l'histoire de son immigration, qui a démarré globalement dans la moitié du siècle dernier,
à partir des années 50, 60. Et la plupart des conventions qui ont été signées entre l'État marocain et 6 États européens, notamment dans la Belgique, sont arrivés à 50 ans, puisque l'Allemagne fête 50 ans cette année, la Belgique l'année prochaine, etc. À ma connaissance, le Maroc est le premier pays au monde à avoir donné à son immigration des députés, en 1984. Avant 1984, la question de la participation politique ne se posait absolument pas du tout. C'est-à-dire, l'immigration était globalement en Europe encadrée par des associations qu'on disait les amicales. Et il y avait d'un autre côté, par exemple, tout un mouvement de contestation, notamment chez les étudiants, et qui ne voulaient pas participer politiquement au Maroc, qui voulaient changer le régime marocain à l'époque. Donc, avant 1984, il n'y a pas une trace, effectivement, de demande, à ma connaissance, de demande de participation politique. Et quand bien même, on revient à cette date de 1984, on réalise qu'effectivement, il y a eu l'émergence de 5 députés qui étaient censés représenter effectivement l'immigration marocaine, mais ça n'a pas été une demande de l'immigration, ça a été plutôt une incitation de l'État pour créer effectivement cette... Je vais essayer d'aller plus rapidement parce que je ne vais pas vous encombrer beaucoup pour qu'on ait le samim de cette expérience a duré de 84 à 92, 1992. En 1989, le parti de l'Istiqlal a fait une proposition de loi pour qu'il y ait un conseil, au moment où il y avait encore des députés. S'il l'avait fait, c'est parce qu'il constatait à l'époque déjà que l'expérience des députés, des 5 députés, n'était pas féconde, et même était problématique d'une certaine manière. Mais en 1990, le Maroc va créer un ministère de l'immigration et une fondation qui s'appelle la Fondation Hassan II, qui existe toujours. Le ministère, entre-temps, des fois a disparu, des fois il est revenu. Mais à partir de 1990, il y a eu, je dirais, la mise en place d'un outil spécifique qui, effectivement, est censé, je dis bien est censé, ça ne veut pas dire qu'il gère bien, il est censé gérer les affaires de la communauté marocaine. Avec un personnage, effectivement, très charismatique, qui a une vraie vision des choses, qui est à la retraite aujourd'hui, que moi j'ai eu à rencontrer, parce que je considère que un des problèmes majeurs qu'il y a dans notre pays, c'est que quand les gens partent, ils partent avec leur mémoire, et il n'y a pas de traces écrites, à la différence des hommes politiques en France ou ailleurs, où ils laissent des livres et la société bénéficie de leur expérience. Je ne veux pas trahir des confidences que j'ai eues avec lui, mais il m'a affirmé effectivement que l'expérience des 5 députés n'était pas une expérience féconde. Et moi, j'ai eu à rencontrer, effectivement, ça aussi, je pense que j'ai eu à rencontrer le député le plus emblématique, qui était Aqal Ghazi. J'ai fait un entretien que j'ai enregistré pendant 3 heures avec lui, pour, je dirais, voir comment lui, il a vécu cette affaire. Je vais aller un peu plus vite. À partir de 92-93, c'est-à-dire 3 ans après l'existence du ministère, ce ministère ne voulait plus rien dire. C'est-à-dire, il y a eu, je dirais, des ministricules qui sont venus un tout petit peu, je dirais, le diriger, mais qui ne sont même pas restés dans l'histoire. Personne ne se souvient de leur nom. Ouad Smith al-Wardi, Ouad Smith al-Gaboun. Et puis, le ministère a disparu. En 1996, il y a l'ancienne constitution.
Non, mais Rafiq Haddoui, c'est lui l'emblématique, celui qui a créé le ministère. C'est de lui que je parlais. Justement, je n'ai pas cité son nom, mais... 96, il y a eu la Constitution. Dans la Constitution, il n'y avait rien qui a été dit sur l'immigration, particulièrement. 98, il y a le gouvernement Yousfi qui est venu. Il n'y avait pas de ministère de l'immigration. Créé la petite commission interministérielle, etc. Le gouvernement Chto, après l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, le gouvernement Chto, il y a eu effectivement un petit ministre écule avec sa tête une dame très agréable et qui est une amie et qui n'est autre que votre ambassadrice ici, qui est Mme Chkharouni, qui a pris le destin de ce ministère. Et donc, Mme Chkharouni elle-même a travaillé beaucoup sur le projet d'un conseil de l'immigration, mais pendant ce temps-là, juste en parallèle avec l'avènement de Mme Chkharouni, il y a eu un mouvement, un bouillonnement dans la communauté. Ça, il faut l'admettre, et il faut le dater. Il y a eu un bouillonnement dans la communauté, et il y a eu l'émergence très forte de cette demande d'un conseil, et on a autour de la table des acteurs qui ont, je dirais, d'une certaine manière, alimenté cette demande, puisqu'il y a eu un congrès des associations à Tanger en 2002, je crois, c'est 2001, où il y a une très forte demande de... C'est vrai que le discours de Sa Majesté de 2005 est un discours qu'on qualifie d'historique, c'est-à-dire que beaucoup de gens qualifient d'historique. Parce que c'est un discours extrêmement puissant, généreux, très généreux en matière de propositions pour l'immigration, puisqu'il parle de la première chambre, il parle d'un conseil, il parle de participation dans presque une citoyenneté pleine et entière. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans ce discours, et dans tous les discours qui ont suivi et qui concernent, de Sa Majesté, je parle, qui ont suivi et qui est celui de 2005, 2006 et 2007, c'est qu'ils se tiennent toujours le 6 novembre, qui est quand même la date de la marche verte. Chaque fois, si vous y revenez à ces discours, chaque fois, ils sont divisés en deux parties. La première partie est dédiée à la question du Sahara. Et la deuxième partie est dédiée à la question de l'immigration marocaine, le marocaine. Symboliquement, pour moi, c'est que Sa Majesté met la question de l'immigration au même niveau que la question du Sahara. Symboliquement, pour moi. Dans les préoccupations de Sa Majesté, il y a presque un parallélisme. Alors, ce discours de 2005, effectivement, a créé beaucoup de débats, mais a créé aussi beaucoup d'appétit, nécessairement. Hein. Il se trouve que le 16 juin 2006, exactement le 16 juin 2006, après une rencontre avec les partis politiques, le ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui ambassadeur à Paris, M. Cheikh Ben Moussa, a annoncé que, effectivement, c'était très difficile d'organiser pour les élections 2007 voilà. Donc, le 6 novembre 2006, précisément un an après le fameux discours de 2005, Sa Majesté a confié effectivement au Conseil consultatif des droits de l'homme la mission de réfléchir à un conseil qui représente l'immigration marocaine. Et il se trouvait à ce moment-là que Abdoukoum Taïf, j'étais membre de ce conseil, et on a dû travailler, essayer de travailler cette question pour
Alors, on avait deux méthodes, et deux seulement. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de m'expliquer dessus. J'ai combien de temps là? J'ai encore... Écoute, pour toi, je te donne encore 10 minutes. 10 minutes. Et je ne voudrais pas trop vous encombrer, mais avec des chiffres... Il y avait deux méthodes et deux seulement. Il y avait la première méthode qui consistait à dire, voilà, on va réunir les experts, pendant un mois, on a le cabrzal, on cherche atay, on a le couscous, et on sort un avis clair sur comment constituer un conseil. Il y avait une deuxième méthode, et qu'à l'époque, avec Driss Ben Skrir, c'est qu'on a dit qu'il fallait effectivement élargir le débat, essayer de consulter, essayer d'écouter, etc. On l'a fait avec les moyens du bord, mais la volonté était, et je dirais à peu près après 8 mois de travail, on a rendu à Sa Majesté effectivement un avis sur un conseil, avec l'idée quand même qui a été relativement oubliée très souvent et injustement par les uns et les autres. C'est que nous, on a plaidé pour un conseil transitoire. On a dit, effectivement, en 8 mois, on ne pouvait pas réfléchir correctement, disons, trouver les moyens dans le temps imparti, d'avoir effectivement une proposition ficelée, finalisée, etc. Mettons en place un conseil transitoire et donnons à ce conseil lui-même la mission de réfléchir aux modalités effectivement de son fonctionnement. C'est ce qui fut fait. Donc, le 21 décembre, Sa Majesté a nommé un président et un secrétaire général, qui sont respectivement M. Driss Liazemi et M. Ardlaboussouf. Et à partir, effectivement, de cette date-là, il y a un conseil qui a existé, qui normalement, dans le mandat, il finit le 21 décembre 2011, mais qui continue effectivement à fonctionner sur la base de l'ancienne constitution, en attendant effectivement son avènement. Alors, je ne vais pas revenir effectivement aujourd'hui, parce que je laisse peut-être c'est Aziz parler de la nouvelle constitution, etc., toutes ces choses-là, mais aujourd'hui, il y a un acquis qui est le suivant, c'est que la nouvelle constitution, dans son article 163, a constitutionnalisé le Conseil de la communauté marocaine de l'étranger. C'est un élément de la Constitution. Pour l'enlever, il faut changer la Constitution. Et à la différence de ce qu'a dit Mzeka, il ne faut pas une loi organique, il faut une loi normale pour le futur Conseil. Moi, je pense que ce qui est aujourd'hui très important et dont il faut tenir compte, c'est que il ne faut jamais oublier dans cette réflexion les caractéristiques de l'immigration marocaine, qui a ça de différent des autres immigrations, par exemple algérienne ou turque. L'immigration marocaine, d'abord, est une immigration massive. On parle de 3,5 millions à 5 millions de personnes. C'est-à-dire que ces 10 dernières années, 15 dernières années, il y a eu une augmentation exponentielle de l'immigration marocaine. L'immigration marocaine se trouve dans 51 pays dans le monde. Bien que 85% se trouvent en Europe, et je vais dire 90%
avec les Amériques se trouvent dans des pays à haute valeur ajoutée démocratique. Il sera de toutes les manières, quoi que l'on dise, et dans les questions on peut revenir à cette question, il sera de toutes les manières utile et nécessaire pour que la future loi qui doit, je dirais, décliner l'esprit de la Constitution, il est nécessaire que les acteurs de l'immigration qui s'intéressent à ces questions-là, et ils sont nombreux, puissent participer de la façon la plus démocratique possible, de la façon la plus transparente possible et de la façon la plus massive possible à l'élaboration de cette loi. Je considère que c'est une des rares lois que doit voter l'actuel Parlement au Maroc, qui ne peut pas se faire que par le parlementaire. Il faudrait, d'une manière ou d'une autre, faire contribuer tous ceux qui le souhaitent dans la réflexion, effectivement, de cette loi, qui aura à bâtir, ce que désormais nous on appelle entre nous, d'une certaine manière, le CCME comme la maison de l'immigration, Dar al-Muhajirin, chez Dar al-Maghreb, Dar al-Muhajirin. Et donc, l'expérience, et moi je suis prêt tout à fait à m'expliquer sur l'une ou l'autre chose, mais l'expérience qu'a vécue notre institution jusqu'à présent sera, avec Silbiyat Diala ou Ijabiyat Diala, avec les inconvénients et les avantages qu'il a, sera effectivement une masse de réflexion qui, effectivement, pourront, pour la future loi, nous faire éviter ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas recommencer. Et excusez-moi d'avoir été un peu long. Hein. Cédric, je te remercie. Je te remercie de nous offrir, pour débuter cette journée, un exposé éclairant. Sa partie historique est très intéressante et je vous demande, les gens qui s'intéressent à cette problématique d'une manière générale, de vraiment prendre note, parce qu'il y a ce rappel qui nous permet de situer les choses dans leur contexte historique. Souvent, on oublie cette partie de l'histoire, donc tout de suite, on prend le problème et on le traite d'une manière un petit peu biaisée. Donc on ne comprend pas les implications, j'allais dire, ce qui existait, c'est vrai, depuis les années 84. C'est une expérience, là aussi c'est une expérience qui est lue de deux manières différentes. Il y a une lecture qui consiste à dire que c'est une expérience négative, et une autre dit que c'est une expérience quand même, et c'est à partir de cette expérience qu'il fallait construire. Pas quand même positive. Donc il y a des aspects, et donc je remercie Cédric de nous tracer pour la discussion ce cadre-là. Donc il faut qu'on revienne un petit peu à ces débuts, et vos questions, je l'espère, vont nous permettre un petit peu d'approfondir, après approfondir un petit peu les différentes questions. Donc je donne tout. Merci, cher ami Zikra. Bon, voilà, bonjour mes amis, chers amis. Aujourd'hui, j'ai voulu un petit peu intervenir en qualité d'acteur de la Chambre. Et puis je vais revenir un peu à la Chambre, après que notre ami, nos amis les deux, M. Zikra et M. Jbeni, parlent un petit peu de tout ce qui concerne le système d'immigration, RME, relations, administration, tout ça, la création de CCME. Moi, je vais revenir sur la Chambre de commerce, qui maintenant, il est sur place, qui a un petit peu bien bougé et commencé bien au Canada, qui va s'élargir un peu dans le monde, et en ma qualité de président marocain du monde de la Chambre, en France, on va bientôt
certainement essayer de faire un petit peu quelque chose comme ici, là-bas en France, et vous serez les bienvenus, on vous invitera tous, et on va essayer de faire quelque chose pour la Chambre. Bon. Maintenant, moi j'ai voulu un petit peu parler, quand on parle de la Chambre de commerce, c'est vrai, la Chambre de commerce fait partie de tout ce qu'on parlait, ce qui cherchait le CCME et tous les acteurs qui défendent les RME et puis qui défendent toute la diaspora marocaine à l'étranger. La Chambre de commerce aussi, il faut parler de ce qui est économie. Moi j'ai une petite thèse sur un peu l'économie marocaine que j'ai cherché à trouver. Je vais quand même parler, citer un petit peu et puis parler. Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît, derrière? D'accord. D'accord. Ben, voilà, moi je vais parler comment on voit le Maroc en ce moment-là. J'ai vraiment préféré qu'il y aura des Canadiens qui n'ont pas vu le Maroc. À travers vous, je pense, vous êtes d'ailleurs des Canadiens et Marocains en même temps, vous connaissez le Maroc, mais les Canadiens qui ne connaissent pas le Maroc, pour leur dire et leur expliquer un petit peu le nouveau Maroc. Bon. Le Maroc est un pays à caractère émergent. Ses avancées sur les dernières décennies sont notoires, ses capacités de croissance ne sont pas mises en doute, les perturbations récentes pourraient être considérées comme conjoncturelles et directement liées à un Maroc ouvert sur le monde extérieur. Bon, alors la croissance, une croissance marocaine forte permettant au Maroc d'être le pays le plus dynamique du Maghreb. La vigueur de la croissance économique marocaine tire profit essentiellement de la bonne orientation de la demande intérieure qui a pu amortir le choc de la flambée des prix des matières premières internationales. Le dynamisme du secteur privé, tant en investissement qu'en épargne, a permis le financement partiel de l'économie marocaine. Le système financier a joué un rôle prépondérant dans le financement de l'économie marocaine, un soutien considérable qui a su tirer avantage de l'appui d'une politique monétaire accommodante de l'économie. Bon, je vais m'arrêter là. Si je continue, je vais un petit peu mélanger un peu trop. C'est-à-dire le Maroc, il a maintenant toutes les institutions économiques pour faire d'un Maroc nouveau, un Maroc qui peut vraiment prendre part dans l'économie mondiale et l'économie du marché international. Ce qu'il y a, c'est que avec la Chambre de commerce, on va essayer un petit peu travailler dans le cadre économique et aussi dans le côté relationnel qui permettent d'émerger et de pousser les jeunes marocains qui sont à l'étranger pour un petit peu participer à l'investissement et participer aussi à faire du Maroc économique encore le faire un petit peu présenter dans plusieurs manifestations internationales et faire du Maroc un Maroc vraiment qui est solide, qui peut vraiment tenir avec toutes les concurrences qui peuvent vraiment se poser et s'imposer dans le cadre de la concurrence pure et parfaite de l'économie. Bon, moi j'ai voulu un petit peu parler aussi de la Chambre de commerce, comment on la voit un petit peu sur le côté de présence, parce que c'est une Chambre de commerce qui est au siège au Canada, sa présence en France, étant donné qu'il y a des chambres de commerce déjà et des antennes de commerce qui se trouvent dans les consulats et puis les ambassades. On va essayer de s'organiser et puis de travailler ensemble pour qu'il y ait un travail très lié, coopératif, qui sera vraiment dans ce cadre, et de faire du Maroc un Maroc très présent dans toutes ces variétés, dans son côté, surtout son côté commercial, artisanat, qui peut vraiment donner au Maroc encore de la force dans le côté économique. Et merci. Pour les gens qui n'étaient pas avec nous hier, donc la petite introduction d'LC Rachidi. Bon, écoutez, on va reprendre le fil conducteur parce que le rappel de... Donc moi, mon parcours, c'est
pour parler de la participation politique, c'est pas de la même position qu'abordé mon ami Driss, parce que j'ai évolué dans un milieu d'opposition. Et c'est vrai que l'arrivée de Sa Majesté le roi Mohamed VI a changé un petit peu les choses. Même, c'est vrai, après coup, c'est vrai, l'histoire montrera, c'est vrai que Hassan II était un grand roi. Et c'est vrai, il faut faire son autocritique à un certain moment. Mais c'est vrai, on a vu que dans l'arrivée de Sa Majesté Mohamed VI, une chance pour le Maroc, un grand roi, un jeune roi, un roi réformateur, qui a eu le courage d'aborder pas mal de questions épineuses et qui ont beaucoup pendant longtemps, étaient quand même des casseroles pour le Maroc, pour parler ainsi. Donc, notre rôle, c'était quand même de faire réussir le Maroc. C'est cette chance pour le Maroc. Cela dit, c'est vrai que, pour revenir à la participation politique, pendant un certain moment, il y avait des parlements au Maroc. Mais moi, là où c'est ma conviction, ces parlements ne représentaient rien. C'était la culture marocaine de l'époque, la pratique, ça n'a rien à voir avec des valeurs démocratiques. Les parlementaires, c'était le Basri qui le mettait, donc même c'était négatif l'expérience des parlementaires marocains, mais toute l'expérience parlementaire marocaine avant les élections démocratiques, ou au moins avant l'arrivée du gouvernement de Louis, c'était zéro pointé. Donc ça, même s'il y avait des échanges, il y avait une expérience, il y avait quand même des acquis. Donc, pour moi, ou bien on est marocain ou on ne l'est pas. Et pour moi, l'identité, la culture, l'islam, marocain, pas marocain, tout ça n'a pas beaucoup de sens pour moi si je ne suis pas un citoyen marocain. C'est-à-dire, j'ai le droit de sanctionner la politique, c'est-à-dire par la voie parlementaire. Donc tout ça pour moi, c'est à côté. Donc je parle de mes convictions et du milieu où j'ai évolué. Et c'est vrai, comme l'a dit Drissi à juste titre, avant on ne parlait pas de cette la question de participation politique, parce que le but était de renverser le régime. Donc c'est vrai, nous étions dans une posture républicaine. Beaucoup de gens, c'est vrai, il faut le dire, et après il y a beaucoup de gens qui ont changé d'avis, mais c'était chez beaucoup de gens l'élite marocaine, ou de gauche, ou l'extrême gauche, ou même d'autres qui étaient dans des mouvements religieux. C'est ça. Ils avaient tort ou ils avaient raison, ça c'est autre chose. Mais après l'arrivée de Mohamed VI, c'est même un peu avant. Par exemple, il y avait une grande structure en Europe qui dépendait de l'Union européenne, qui s'appelait le Forum des migrants en Europe. Et juste après le décès de Hassan II, a organisé un grand colloque à Casa, à Hayat al-Regency. Et là, il y avait, c'était un dialogue avec le gouvernement marocain, à l'époque il y avait Yousfi et tout. Et parmi les recommandations, c'était la création du Conseil, la participation politique et, je crois, le Marsad, c'est l'Observatoire. Et à l'époque, c'était, je crois, même, c'était Mello qui a rédigé le rapport avec Tcharchira et tout. Donc, et juste après, il y avait des contacts avec le Maroc, avec le cabinet royal et avec d'autres gens pour organiser, créer le congrès. Et le congrès, là, c'était la conférence de Tanger en novembre 2001. Et la première revendication, c'était la participation politique. Mais, et ça a été évoqué, le seul parti, je crois, qui avait une position claire et bien déterminée, c'était le parti l'Istiqlal. Il avait même dans les organes du parti un groupe de réflexion sur la participation politique des émirats. Mais je considère que quand même, il y a un lobby qui ne voulait pas, qui ne veut, et qui toujours maintenant, qui ne veut pas de notre participation politique. C'est vrai. Maintenant, même pendant les dernières élections, il y avait le G8, donc c'est un groupe de partis, un cartel comme ça, où il y avait le PAM, il y avait l'Ahrar, il y avait le Haraka Shtabi, il y avait d'autres qui carrément ne voulaient pas, et ça vous pouvez le voir sur YouTube, c'est la déclaration de M. Nabil Ben Abdallah qui disait que le G8 ne voulait pas, quand la question s'est posée autour de la table, le G8, et à sa tête on sait qui la locomotive du G8 c'est le PAM, et il ne voulait pas de la participation politique, pour des raisons que moi j'ignore, mais certainement ils avaient peur des islamistes. Donc, il y a des gens au Maroc qui ne veulent pas de notre participation politique. Et aussi, pendant longtemps, il y avait cette
rupture entre les Marocains, le monde associatif. Il y a le Ouidadiyat, les amicalistes, c'était les gens pour le régime, c'était là pour applaudir, tout est bon, tout va bien. Et de l'autre côté, il y avait soi-disant l'opposition, parfois ils n'avaient pas toujours raison, mais ils n'avaient pas toujours tort, qui avait d'autres revendications. Et pendant longtemps, chaque fois que moi j'appelle ça le courant démocratique qui voulait la participation politique, c'est pas parce qu'on participe ou on participe pas, c'est un droit. Lorsque j'ai droit à un passeport, que je le cherche pas, c'est moi je suis citoyen marocain, j'ai le droit à un passeport marocain, mais je ne voyage jamais avec un passeport marocain. Donc c'est mon droit, je l'utilise ou je l'utilise pas, mais voilà. Mais par exemple, et après tout ça, il y a, Driss l'a évoqué tout à l'heure, c'est le discours de 2005, le 6 novembre 2005. Et bien pour nous, ce discours-là, c'est la feuille de route et le cahier de charge en matière de participation. Le roi est allé très loin. Il a même parlé de circonscription électorale à l'étranger. Donc c'est vrai, c'est allé très loin. Donc il a donné même les dégressifs, il fallait seulement le marassim d'application. Donc on voit d'un côté qu'il y a le roi qui est très généreux et qui donne tout avec sa lecture et tout pour aller. C'est pas la parole du roi, c'est pas rien. Et de l'autre côté, il y a des milieux qui bloquent, qui ne veulent pas. Parce que c'est vrai, nous représentons un lobby. Si demain on s'organise avec un groupe parlementaire et le lobby de l'immigration sera très fort et il n'aura pas seulement un poids économique ou religieux, non, un poids politique. Tout commence par la politique et tout se termine par la politique. Et cela, je crois même certains partis ne veulent pas, certains milieux à l'intérieur de l'État marocain ne le veulent pas. Même avec la constitution actuelle, il y a plusieurs lectures. Il y a des gens qui disent non, qu'on ne peut pas voter, il y a des gens qui ne veulent pas voter. Donc c'est pas clair. Et moi, franchement, je suis pessimiste. Tant qu'on n'a pas créé un rapport de force, et ça, je crois qu'on doit faire notre autocritique, ce n'est pas pour demain. Ça va rester entre les mains des partis, peut-être on parle de la deuxième chambre, et peut-être oui. Par exemple, pendant longtemps, maintenant, il y a une réflexion dans le Conseil, le CCME, et c'est heureux qu'il vient de publier, grâce aux efforts de Driss, sur le débat qui a eu lieu autour de la participation politique. Nous, par exemple, moi je viens de l'opposition, on s'est affronté avec on était contre le Mjlis. Je ne considère pas que le gouvernement marocain, l'État marocain donne l'intérêt qu'il faut à la question de l'immigration. C'est vrai qu'il y a le ministère, il y a la fondation, il y a beaucoup d'argent, c'est vrai, d'autres pays ne font pas la même, mais il y a toujours cette volonté de contrôle, il y a un manque de confiance. Et par exemple, on le voit même pour l'affaire de Sahara. Si on était par exemple très organisé, on peut faire le lobbying de la société civile, il y a la diplomatie de la société civile, il y a d'autres moyens d'apporter un soutien franc et massif à notre pays. Mais c'est vrai, il y a un manque de confiance, et il y a l'approche sécuritaire, et on est réduit. Après ça, c'est la question des finances. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour demain? Moi, je ne crois pas qu'on va voter pour demain. Non, il y a des milieux qui ne veulent pas qu'on vote. Et tant qu'on n'arrive pas à renverser inverser le rapport de force, et ça, il faut... Il faut beaucoup d'efforts et beaucoup de rencontres pour clarifier les choses. Les partis, par exemple, quand on les rencontre, ils disent qu'ils sont avec nous, les embrassades, les paroles et les déclarations, mais autour de la table du gouvernement, il n'y a rien. Par exemple, maintenant, pour oui, Driss l'a dit tout à l'heure sur la loi, ça va être une loi normale pour décliner le conseil de CCME, et qui va par exemple défendre ce projet de loi, c'est le ministre Mazouz. Franchement, moi je n'ai jamais vu un ministre aussi nul que Mazouz. Bon, je le dis, j'assume ce que je dis, je m'en fous. Mais c'est vrai, il y avait d'autres ministres. Il y avait par exemple, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Amr, mais c'était un homme politique, un militant. C'est qu'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord. Mais là, vraiment, c'est le degré zéro de la responsabilité ministérielle du gouvernement marocain. Oui, c'est vrai, mais c'est comme ça. Donc, c'est à nous de taper sur la table, de s'organiser dans le cadre démocratique.
c'est vrai qu'il faut tirer un grand coup de chapeau. Le seul soutien et le seul espoir, c'est vrai, c'est Sa Majesté. Mais Sa Majesté dit une chose, mais les autres, ils sabotent les prérogatives et les orientations et les directives de Sa Majesté. Il y avait le discours de 2005, après il n'y avait rien, après c'est un simple communiqué de la MAP, du cabinet à l'époque, c'est Ben Moussa, pour dire que tout ça tombe à l'eau. Oui. Donc, moi, je pense que le Maroc, tous les gens qui ont fait un petit peu de droit constitutionnel, ils savent qu'un État est formé d'un territoire, d'une population et d'une administration. Pour le Maroc, il a deux problèmes. Il a un problème de territoire, c'est le Sahara. Il a un problème de population. Moi, je considère qu'on est vraiment des citoyens de deuxième degré. Et tant que le Maroc ne met pas la question de sa communauté à l'étranger sur le même point d'égalité que la question du Sahara, un jour il sera obligé d'organiser, je ne sais pas moi, une marche bleue pour récupérer ses enfants. Et à ce moment-là, ça va être dur parce qu'il aura le NATO, le temps, il aura la communauté européenne et peut-être qu'il aura aussi une partie de ses enfants qui seront contre lui et qui lui auront tourné le dos. Et je crois que l'affaire n'est pas assez facile que ça. Merci. Ben, dis donc, on est gâtés ce matin. Alors, pour être aussi juste, je commence parce que tout à l'heure... Parole de mon ami. Vous voulez du micro? D'abord, quand on a بعد l'nomination du nouveau gouvernement, كان عيط un ministre مع استجواب à 4h du matin. قال له قدينا نفيقوا 4h du matin ولكن ما قديناش. طلبنا من لومباساديز ومن لو كونسول باش ندويو معاه، ما صبرنا عنده وقت. غادي تسامحوا لي الا تجرأت شي شويه. Micro, s'il vous plaît. Moi, vu mon expérience, parce que j'ai travaillé avec Sir Rafik El-Hidaoui de la Fondation Hassan II, حنا كنرجعوا ديما أول دولة اعترفت بأمريكا، أول دولة 1984 دينا لا فونداسيون، مي كتفكرني بحال هاك لا سونتر اللي كيبقى يدير البيت البيت كيوصل حدا البيت وكيوزع على المغاربة. مع الأسف كنشوف بأنه كيخصنا ندويو لو لونغاج ديال هاد 4 ولا 5 ديال المليون ديال المغاربة اللي هما على برا. 4 و5 المليون ديال المغاربة اللي على برا ماشي كلهم مثقفين، ماشي كلهم في بالهم اشنو كيوقع. كان عندنا لو ديبيتي سي رشيد الحلو كي نو ريبريزونتي دون لو طون en 84 اي واحد المره سولت واحد السؤال قال لي انا ما عطينيش لي مويان جو ريبريزونت 6 بيي، ما عنديش كيف نمشي لهنا ونجي لهنا ونهذا. il s'est déplacé une fois à Montréal pendant toute la période. اللي كيوقع لنا حنا مثلا كنعطي ليكزومبل انا على كندا اللي عايش فيها. لا بروموسيون ما كدارش، عايشين دون دي كلوب. حتى ملي كيجيونا شي ناس من هذا كيجينا الوزير كيجمعوا لنا شي 20 بعضياتهم كيبقاو يداخروا ما كنفهموا والو. كيصيفطوا لنا بحيث لو سي سي ام. انا ما جو نو كريتيك با سكي زون في، مي فين هي لا ريزلتا؟ ما عارفينش اش كاين. Nous avons énormément de problèmes. Cette communauté عندها مشاكل. خليونا من رويال اير ماروك، خليونا من هادشي، عندهم مشاكل كثيره. في سا ماجيستي حسن دو جي ان بابي اللي كان صافط الوزير العدل اللي كيطالب فيه كيقول له الجاليه يدخلوا ديروا له عاونوهم تسربيو. اي واحد فينا دخل المغرب كاين اللي عنده مشاكل فين ما داز. لا فونداسيون حسن دو، لا فونداسيون حسن دو اللي كتمشي عنده كيديروا لنا بحال داك لي 12 طرافو داستيريكس، طلع لنا اجي لهنا سير لهنا سير. داروا لنا ديوان المظالم ولات بوسطه، زولوا عندنا داروا لنا ميدياتور ولات بوسطه، بحيث ما كنفهموا والو. لي تيت كنشوفوهم
الهضره كنسمعوها ما كنفهمش واش كيجيو عندنا الناس لهنا ولا ملي كندخلوا عندهم هما يديروا لي الديسكور ديالهم وحنا نبقاو نصفقوا عليهم ونقولوا والله الا تهلاو فينا ولكن فين هي الريزولتا ما تبان والو il n'y a pas de promotion les consulats ne sont pas avisés les dépliants ne sont pas distribués les gens ne sont pas au courant الناس سميتو ما تبانلهمش لا دوزيام جينيراسيون حنايا كندوي على راسي انا 4 ديال الدراري من 28 عام حتى ل 40 عام كنحاول نضرب معاهم تزالونا قريناهم هنا كنحاولوا نبينوا لهم vous avez un jeune roi vous avez moi-même j'avais des problèmes quand je vais régler papa ايوا ديتي شي حاجه ايوا بديتي ولا ولدتي لي جون سون شونجي الا بغينا ندوي بصراحه سامحني ما كاين شيء انا ما كندويش على الداخل كندوي على الخارج انا كندوي على هادو اللي كيقولوا لنا غادي يديروا لنا ولا هذا باقي ما شفنا والو ماتنون اون بار اونكور باش حنا غادي ننتخبوا على من غادي ننتخبوا كيفاش غادي نعاودوا يعطيونا واحد كيما ريبريزونتي 5 6 بيي اللي ما غادي نقدروش واش غادي يكون هنا واش غادي يكون ليه لا باز شنو هي جو ميكسكوز جيتي ترو لون C'était vraiment un organisme ici à Montréal et je m'occupe essentiellement de la problématique de la régionalisation ici au Québec. Et j'aimerais bien que cette expertise, que cette expérience soit également utilisée dans un pays comme le Maroc. Moi, je vais être un petit peu philosophique. Question, un petit commentaire. Cédric, vous vous êtes défini comme un immigrant, comme un immigré. Ça me gêne quelque part. Ça me gêne quelque part parce que je ne veux plus porter cette étiquette d'immigrant. Que ce soit du point de vue du pays d'origine ou du point de vue du pays d'accueil. Pourquoi? Parce que ça ramène avec cette étiquette énormément de stéréotypes et qui sont généralement très négatifs. Alors je pose ma question, quand est-ce qu'on va cesser d'être un immigrant pour un citoyen du monde? Merci. Merci. Voilà une question qui, les gens parlent de toi en bien et je suis ravi de faire ta connaissance ici à Montréal et j'apprécie ce que tu as fait et j'en ai des échos et ça parle pour toi. Parfois on n'a pas besoin et là je me permets de t'applaudir. Je le remercie pour ceux qui ont... J'ai commencé par migrants. C'est ça. Je dis ça parce que peut-être je devrais expliquer ce que j'entends par là. Parce que très souvent, quand je suis à Rabat et que quelqu'un vient me voir de l'immigration, il essaie de m'expliquer. Et je lui dis, mais je ne suis pas un fonctionnaire, je ne suis pas un consul, je ne suis pas un ambassadeur, je suis un migrant. Je comprends parfaitement le logiciel. Je comprends parfaitement le logiciel, puisque je disais que je respirais cette... Moi, je suis de ceux, d'abord, qui détestent le mot RME. C'est-à-dire MRE, RME, enfermer les gens dans des acronymes, c'est insupportable. Moi, je suis de ceux qui détestent le mot deuxième génération, troisième génération. Pourquoi? Parce qu'on définit le statut d'enfants qui n'ont jamais immigré par l'immigration de leurs parents. Et les mots sont très importants. Très, très importants. Moi, je suis de ceux qui me bagarrent pour le terme marocain du monde. C'est même pas marocain de l'extérieur, parce que marocain de l'extérieur, ça installe l'extériorité. Je suis pour l'idée que le Maroc est pluriel en interne. Je suis pour l'idée que le Maroc est pluriel en interne et que désormais il est pluriel en externe. En même temps, c'est une réalité. C'est-à-dire un grand sociologue qui s'appelle Melek Seyed, qui est un des grands spécialistes de ces questions d'immigration, qui disait, et à juste titre, lorsqu'on immigre, on n'est pas indemne. Nécessairement, il y a quelque chose qui change. Nécessairement.
Et donc, c'est cet élément de changement qui est notre dénominateur commun, avec des variantes. C'est-à-dire les changements que vivent le Marocain de Libye n'est pas le changement que vit le Marocain du Canada, par exemple. Mais il y a du changement. Vous savez, aujourd'hui, j'étais la semaine dernière dans un pays arabe et j'ai rencontré des femmes brillantes de l'immigration marocaine, brillantes, mais qui ne viennent pas du Maroc, qui viennent de Londres, qui viennent de New York, qui viennent de Montréal, et qui travaillent aujourd'hui effectivement dans des grands groupes à Dubaï ou ailleurs. Donc, on n'est même plus aujourd'hui l'immigration marocaine, si on l'analyse sur l'histoire, je dirais, elle a généré un nouveau mode de vie, qui est celui de la mobilité. C'est-à-dire, vous avez des enfants qui naissent à Londres, qui naissent à Paris, qui naissent à Montréal, qui font leur scolarité et qui ont cette possibilité, effectivement, de parcourir le monde et d'aller travailler à Sydney, d'aller travailler. Et c'est la nouvelle dynamique. Nouvelle à laquelle, effectivement, même le Maroc n'a pas encore pris la mesure. La deuxième chose, c'est sur la langue. Je sais que c'est puisque vous avez avoué que vous êtes steklalien. C'est bien, c'est pas Cette question de langue, Sa Majesté Mohamed VI, quand il a reçu Sri Yazami et Sibousouf, il leur a dit au CCME, donnez tous les moyens de traduction, mais laissez les gens parler comme ils veulent. Vous savez, nous avons des enfants qui ne savent pas parler arabe. C'est peut-être on a échoué dans notre éducation, on peut s'accuser, mais nous avons des enfants qui ne savent pas parler arabe. Il faut en tenir compte. Nous avons aujourd'hui des enfants hollandais qui ne parlent que le hollandais et le rifin. Ils sont pourtant musulmans. C'est-à-dire, mon enfant à moi peut s'entendre avec l'enfant d'un Marocain d'Amsterdam, ils se rencontrent le Hossima, ils peuvent s'entendre sur la musique, ils peuvent s'entendre sur la façon de s'habiller, sur les signes mondialisés, sur le Nike, sur le McDonald's, mais ils ne communiquent pas par la langue, puisque l'un parle le rifin et le hollandais, et l'autre parle le français et un peu le marocain. Cette question de langue, effectivement, c'est nous, immigrés, qui devons être le plus ouverts sur cette question. Sur la question de la diversité, si nous sommes intolérants là-dessus, moi j'ai plus de facilité, je dirais aujourd'hui, de communiquer ce que je veux communiquer en parlant librement une langue que j'ai parlé pendant 35 ans, jour et nuit. Mais effectivement, vous savez, Melk Haddad, qui est un très très grand poète algérien, disait sur la langue, il disait, moi, j'écris en français, mais je pleure en kabyle. Vous voyez, je rigole avec la blague que tu me racontes, avec toute ma marocanité. Mais quand il s'agit effectivement de parler très rationnellement, j'utilise la langue, effectivement, dans laquelle je me sens le plus à l'aise, du moment que le message passe. C'est ça qui est très important. Sur le Maroc a changé ou le Maroc n'a pas changé. Tout le monde, je dirais, tout le monde observe effectivement que la dernière décennie, il y a des changements profonds, je dirais, dans le Maroc. Le contester, c'est vraiment ne pas tenir compte, effectivement, d'évidence. Lorsqu'on vient à Montréal, lorsqu'on vient à Londres, lorsqu'on vient à Paris, effectivement, où on est dans des sociétés où le changement est très accéléré. Hein, nous, on est effectivement des fois pas entièrement... mais ceci étant dit, moi j'essaye de comprendre effectivement, parfois, si vous permettez juste ce point, j'essaie de comprendre pourquoi il y a tant d'immigrés au Maroc. Qu'est-ce qui explique que chez le Marocain, il y a un désir de partir?
et qui existe toujours, hein, c'est-à-dire aujourd'hui. Chez les jeunes, la plupart des jeunes, si vous leur posez la question, ils ont tous envie de partir. J'ai le sentiment que c'est parce que le Maroc a une dimension insulaire, pas chez île. مسدود عليه عنده مشكل في التحت هذه 35 عام عنده مشكل مع الفوازان à l'est عنده l'Atlantique de ce côté وعنده la Méditerranée الفوق بحال مسدود donc ça donne l'envie de partir. Donc هذا pays effectivement qui n'a pas beaucoup de ressources, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, qui a de l'agriculture, qui il n'a que, effectivement, les hommes et les femmes. L'être humain, la ressource humaine d'Yellow. Et donc, il me semble, effectivement, que une des caractéristiques la plus importante qui peut définir l'immigré marocain, c'est qu'il a une relation particulière avec le Maroc. Singulière. Et la preuve en est, c'est que dans les ايامات رفيق الحداوي كان كنسمع الناس كيقولوا بانه راه من بعد ما غاديش يبقاو الناس يدخلوا ولي جون ما بقاوش يجيو ولي فينونس ولي ترانسفير vont baisser. Jamais les transferts n'ont augmenté que ces dernières années. Et tous les ans, il y a 2 millions de personnes qui rentrent pour visiter leur pays parce que le Marocain a à l'égard de son pays une attitude de pèlerinage. Même pas une attitude de voyage. Merci Cédric. Je donne tout de suite la parole à Sari pour répondre à vos questions. Après, ça c'est Mohamed Rachidi. Et je ferai appel, si ça aide, je fais appel à la méthodologie grecque pour répondre à ta question. المهم غادي ندوي بالعربيه ضرب باش نريبوندي اسمع لي غادي بالعربيه هذه راه ريبونس ليك ونجاوب السيد صافي عصفور اللي حاجه وي الاخ هضر قبيله على الايميغرون ماشي ايميغرون مثلا بصح دابا كاين عندنا واحد التيار دابا في بلجيكا اللي تيقول انا في بلجيكا جو نو سوي با ماروكان سيتادير مغربي صحيح مغربي بالثقافه مغربي بالتاريخ ولكن مغربي بالدوله لا مثلا انا ما نقبلش يجي وزير مغربي يهضر عليا كيفاش غنقرر الوحده العربيه ولا الوحده العربيه نقرر العربيه هذا شان داخلي ديال بلجيكا وكاين وزيري اللي وزير بلجيكي اللي كيتكلم بهذا الامر دونك عندنا احنا بحالكم هنايا كاين نظام الاقليات وهذا مثلا اخيرا كنا عقدنا واحد الندوه في امستردام وقبل منها كان ذكروا عندنا كان جا الوزير معزز لانه كاين شي مشاكل مع هولندا على ذوك الناس ديال التعويضات ديال الاطفال ايوا في ذاك البيان اللي خرجوا الاخوان تيقولوا بانه صحيح كاين مشكل ولكن هذا مشكل داخلي حنايا مواطنين صحيح من اصل المغرب ولكن مواطنين هولنديين وعندنا مشكل مع الحكومه ديالنا هي المشكله الهولنديه اذا الوزير معزز ولا غيره لا دخل ليه ولا تدخل فيه ما كيتحسب تدخل في الشؤون الداخليه اذا انا كنظن كاين تعلق بالوطن كاين تعلق الناس راه كيديروا مشاريع في المغرب كيتهلاو في حبابهم كيجيبوا الناس يقراو يلقاو لهم ديزانسكريبسيون ولكن بصح الفرق ما بين الدوله شيء والمغرب شيء اخر مثلا بصح ملي كتمشي للمغرب واش كتمشي غير عند كاين اللي ما هذه القضيه حنا عندنا في بلجيكا وفي هولندا قاصين فيها شويه الاخوان ديال فرنسا مازال كيتعاملوا مع السلطه حنا ملي كنديروا شي حاجه انا ما نعرفش على السفير مثلا ما عنده ما يدير عندي بصراحه انا مواطن بلجيكي كنهضر مع البلجيكيين ديالي نجيبو بالاحترام الا كاين شي حاجه اللي غادي يزيدني فيها شي حاجه ما عنده ما يقول لي عندنا مشاكل ديالنا ديال التربيه ديال الصحه ديال هذا كاين ميم كاين بعض الاخوان اللي مشاو بعيدا وحتى الا كاين شي مشاكل مع المغرب هما كيعيطوا على القنصل تيقول لي تدخلوا هو كيدير المعامي كمواطنين بلجيكيين بزاف الاخوان ديال لا في هولندا ولا بلجيكا ما عندهم ما يدير بلا كارت ناسيونال انايا مثلا ولادي ما عندهم حتى شي بابي ماروكان بور ولدي Et tu demandes la participation politique. Oui, je demande la participation politique. النهار اللي يعطيوني لا بارتيسيباسيون بوليتيك ونصبح سيتويان ندير لولدي لا كارت ناسيونال مادام ما غادي تصلح لي والو دونك كاين واحد الحسم ما بيني انا لا جينيراسيون يقدروا يلعبوا بيا بولدي ما يلعبوش به. Pardonnez-moi, juste une petite information. Cédric est obligé de partir pour des raisons, Zama, des obligations. On va essayer de faire une chose. Je lui accorde les 10 minutes à dos, باش اللي عندكم des questions. بلاتي غادي ناخذ peut-être 3 questions adressées لسيدريس et après لا بلاتي الله يرضى عليك غادي تسمح لي باش هو اللي عندكم des questions خاصين به والاخرين حنا معكم باقيين. لا حتى هو خاصه به. خاصه به. ياك
انا له حقيقه المغاربه كما نتوما كانوا واحد المجموعه في الستينات السبعينات اللي كانوا في المعارضه كانوا يهضروا بحالكم. شكون هما؟ ناخذوه مثلا الاتحاد الاشتراكي. الاتحاد الاشتراكي المعارضه ديالو كانت معروفه وكذا وتدخلات وزاد واحد المجموعه منهم التقدم الاشتراكيه خداو الحكم ديما كيجتمعوا هما في الحكومه كيحكموا وحنا كنهضروا بحال هكا ما داروا والو ما كان والو ما تغير والو. مشاو الاتحاد الاشتراكي كانت في المعارضه سميتو هادو الاسلاميين بي جي دي كذا كيعرضوا خص المغاربه بحال كيهضروا عاوتاني جاوا للحكم عاود ما كان ما تغير والو. كانت واحد المجموعه كاع شويه في الاقصى اليسار اليساريين ولا نقولوا كاع الامام 23 مارس وكذا دخلوا حتى هما كيقابطوا واحد العدد المراكز. كنقولوا ما تغير والو. بغينا نعرفوا واش المغاربه غادي يقدروا يغيروا راسهم ربما حتى نتوما توليوا واحد برا وغادي يجيو ناس واحد اخرين ما درتوها. خصنا نعرفوا واش حنا المشكل في الاشخاص واش في السيستم ولا حنا شويه سلبيين دائما كنشوفوها سلبيه. انا بغيت نعرف واحد القضيه هو انه واش المغرب غادي نشوفوه شويه ايجابي ونحاولوا ما امكن السلبيه نحاولوا نطوروها باش تولي ايجابيه ونتحسنوا لانه راه عمرنا ما غادي نكونوا ساتيسفيا 100%. هادشي اللي كاين. Pour lui, une étiquette, c'est un immigrant. Et tout ce que ça vient comme stéréotype négatif en ce qui concerne un immigrant qui vient du Maroc. Hein? C'est incroyable, vous ne pouvez pas imaginer. Juste une petite précision. Les migrants, c'est une minorité visible. Effectivement. Et en ce qui concerne le Maroc, c'est Mrezeka, vous l'avez dit hier, je ne veux pas être considéré comme un sac à devises quand je rentre chez moi. Et je vous assure que depuis que j'ai quitté le Maroc en 97, mes enfants rentrent toutes les années au Maroc. Ils ont un passeport marocain. Ils sont inscrits au consulat. Et je suis fier d'être marocain. Et donc il va falloir quand même ne pas être négatif et rester quand même accroché de manière très positive à ses origines. Merci. Excuse auprès de mon collègue Si Mohamed, je vais parler en français. C'est la seule langue que je maîtrise bien et que j'essaie de faire passer le message. Oui, je connais l'histoire. Même en français, quand tu parles l'actualité de Maghreb, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, moi, je voudrais, comme j'ai constaté chez M. Ejbeli, une préoccupation de faire une classification des caractéristiques. Ça revient souvent dans votre langage. J'aime bien ça parce que c'est un effort de synthèse pour essayer de ramener son expérience à des mots simples que les gens comprennent. C'est une démarche très pédagogique que j'apprécie beaucoup. Donc, parmi les caractéristiques que je voudrais vous ajouter, c'est que j'ai constaté personnellement que le Marocain, quand il émigre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mais il commence à aimer le Maroc plus que les Marocains qui vivent au Maroc. Ça, je le constate même chez mes enfants. Donc, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est que je voudrais qu'on insiste sur le fait que le Maroc a cette belle caractéristique, son immigration est volontaire. Nous, on n'a pas de réfugiés. Je ne crois pas, à ma connaissance, on n'a pas de gens qui sont réfugiés, qui fuient le riche. Parce que la diaspora a une connotation historique forte. Au-delà de Chnet, c'est d'abord un départ forcé. C'est un départ forcé et dispersé. Alors, bien sûr, nous sommes dispersés dans le monde, mais ce n'est pas un départ forcé. Et collectif. Un départ forcé et collectif. Ce sont des choix individuels, effectivement. Bien sûr, dans les années 60, il y avait des centres d'hébergement, disons les foyers. Là, monsieur, les foyers. Là, donc les. Ah oui. Les centres de placement, etc. Les bureaux de placement, etc. À durée limitée. Absolument. Mais globalement, ce sont des choses. Alors, dernier mot, je sais que je n'ai pas répondu peut-être à tout, j'ai essayé un peu de surfer les idées. Sur le PJ, maintenant, de grâce. Moi, j'ai entendu pendant longtemps un argument que l'État marocain, parce que ce que je refuse dans ce débat-là, et ça je le dis à mon ami Saad, on en discute souvent,
ce que je refuse dans ce débat-là, c'est qu'on injecte l'idée qu'il y a un complot quelque part, caché, qui veut qu'on fasse pas ci ou qu'on fasse pas ça. Moi, pendant longtemps, j'ai entendu des gens dire ils ne veulent pas de la participation politique parce qu'ils ont peur du PJD et des islamistes. Bien, soit. Le PJD aujourd'hui est au pouvoir. Le PJD a dit à plusieurs reprises qu'il est pour la participation politique, etc. Il est pour les... Ils ont le pouvoir. Et la majorité dans la première chambre. Ils n'ont qu'à le faire. Ils n'ont qu'à le mettre en place. Je suis très bien placé en tant que CCME pour savoir qu'on a pris beaucoup sur la gueule par rapport à cette question. Et on est servi, d'une certaine manière, de punching ball sur lequel a été transférées toutes les frustrations, effectivement, des Marocains, mais aujourd'hui, et c'est vrai qu'un des problèmes majeurs, c'est que on dit, mais qu'est-ce qu'il a fait le CCME? Mes amis, quand ils viennent, effectivement, on leur montre un certain nombre de travaux qu'on a fait. On a 64 publications. Parce que le CCME, après tout, c'est un espace de réflexion consultatif. Et puisqu'il est consultatif, et qu'il doit éclairer éventuellement les questions publiques pour qu'il soit sur la question de l'immigration les plus pertinentes possibles. Et donc, mais c'est vrai que si on a un savoir-faire, on a manqué de faire savoir. Et qu'il faudrait effectivement qu'on essaie un tout petit peu de corriger de ce point de vue. Je compte, parce que moi, de toute façon, jour ou l'autre, je vais partir, je compte sur le futur conseil, sur, je dirais, les futurs membres de ce conseil, quand la loi sera mise en place pour pouvoir effectivement corriger peut-être, je dirais, ce défaut de communication. Je suis désolé si l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, a le sentiment que je n'ai pas répondu à cette question, mais... Oui, merci. Bon, ben écoutez, avant le départ, تقول لك مول العرس راه ما تياكلش انت دابا ما تاخذش من الطرف غادي نعطيك هذه اسمها. Alors écoutez, je voudrais au mon nom personnel donc remercier Cédric d'avoir bien accepté de participer avec cette franchise et cette j'allais dire expertise et cette volonté d'aller loin dans la réflexion sur des sujets qui ne sont pas faciles, hein, des sujets qui sont complexes, donc on aborde la problématique de différents angles, mais tout se rejoint, hein. Donc, toutes les questions sont pertinentes et je voudrais vraiment te remercier d'avoir participé et d'avoir, et je le renouvelle et je le dis avec sincérité, d'avoir lancé l'initiative Dialogue de septembre 2012, c'est ça, donc qui nous a permis donc d'avancer, et c'est ce qu'il fallait faire, d'avancer. Il y a des problèmes de communication, tu travailles et là, la preuve, aujourd'hui, tu essayes de démêler un petit peu les choses, qu'elle a fait un certain nombre de choses. Je t'en remercie et je voudrais le saluer en votre nom. Et je donnerai peut-être à mon ami Bouchel, peut-être qu'il a des choses à dire. Après, question d'organisation. Je voulais m'adresser d'abord à Cédric, en tant que quelqu'un qui connaît l'immigration parfaitement. Parce que je suis dans l'immigration, je suis dans l'extra développement Canada. Donc je connais bien le problème et je me permets d'abord de corriger quelque chose. Le Marocain toujours a voulu savoir et transmettre le savoir à travers les gnostes qui ont existé. Il suffit du centre-sud, voir ce vous allez voir qu'il a transmis le savoir à travers toute l'Afrique jusqu'à la Mecque. Donc Tota, Idrissi, n'oublie pas ces gens-là qui sont qui ont marqué l'histoire du Maroc. Donc le Marocain, par l'immigration, il transmet le savoir avant tout. C'est qu'il y a un très bon ambassadeur. Et nous avons une très bonne appréciation. Malgré tous les problèmes qu'on peut dire. Je sais qu'il y a des problèmes au Maroc. Je sais que nous sommes dans un processus très important. Mais n'oublie pas que la Révolution française, il a fallu 89, 92, 93. C'est
quand même des périodes très très importantes. Et nous allons, et quand on descend en France, on trouve qu'il y a encore des problèmes. Pourtant la France c'est la 21e siècle de civilisation. Donc voilà, c'est une correction, mais j'apprécie beaucoup tout ça. Donc nous, ce qu'on veut, ce qu'on sait, puisqu'il est consultatif, il a beaucoup de choses. Notre frère a parlé justement des tihadiers, vous avez parlé de l'idéal islamique, vous avez parlé de beaucoup de choses. C'est notre akhlaq, les valeurs. Ça c'est le plus important. Quelqu'un qui nous présente, il faut qu'il soit quelqu'un, oui, une évaluation très importante, mais akhlaq. Et s'il y a des valeurs, on peut faire confiance. Si nous avons cette méfiance vis-à-vis de tous les représentants, parce qu'il y a eu dans le passé, et vous connaissez mieux que nous ce qui s'est passé. Donc on veut des gens qui nous représentent avec des valeurs, transparence, une franchise, bien, pas bien, quelle que soit la situation. C'est ça. Je vous remercie. Voilà, donc le mot qiyam, valeur, a été prononcé, et c'est vrai que c'est un élément clé fondamental de tout ce processus. Je suis très fier, merci Khouya Baba et l'organisation qui nous ont donné cette... Bienvenue. Alors, je suis très fier, c'est la première fois de 35 ans que je me sens que je parle le même langage que les autres. Mais je ne veux pas leur poser de questions parce que j'ai les réponses. Je suis un professionnel. Là, je n'ai pas d'équipe. Ça fait la 3e ou 4e fois que je viens à Montréal. Et à chaque fois, j'ai remarqué une chose qui est tout à fait différente d'ailleurs. C'est dû peut-être à la nature même de l'immigration canadienne. C'est qu'il y a toujours des débats de qualité. Il y a toujours des débats de qualité. Et je voulais vous remercier effectivement de votre attention et de votre écoute.